Et vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Richard, vous m'avez dit, nous ne sommes pas le 22 aujourd'hui ? 21. Excuse-moi. Alors, nous sommes le 21 novembre. Merci, Ernest, de me rappeler. Alors, nous sommes le 21 novembre et vous êtes en direct avec votre émission du Mouvement Action Justice. Alors, quelques mots avant de passer à notre émission de ce matin, l'histoire de la mort de ce garçon de 5 ans qui a perdu la vie justement quelques jours après l'accident lorsque la voiture de son père a été percutée par un policier conduisant une voiture banalisée de la Sûreté du Québec le 13 février de cette année. Alors, tout le monde sait que notre cher policier roulait dans une zone de 50 km à l'heure. À quelle vitesse, imaginez-vous, il roulait notre cher policier? Alors, à 30, 40, 50, 60, 100, 120. Alors, on ne peut pas vous dire, tout ce qu'on peut dire, que selon l'enquête de la SPVM, qui a confirmé, le policier de la SQ roulait à plus de 120 km à l'heure dans une zone de 50 km à l'heure. Alors, cette information vient de la SPVM, bien sûr, et si la police qui enquête sur la police vous donne un chiffre, alors il faut comprendre qu'il s'agit d'une vitesse encore plus grande que celle-ci. Peut-être même le policier roulait à 130, 140, 150 km à l'heure dans une zone, justement, de 50 km à l'heure. Donc, un chiffre qu'on ne peut pas, malheureusement, jamais connaître, mais au moins, ils nous ont livré un chiffre, et ces chiffres-là, c'est un chiffre mortel, plus de 120 km à l'heure dans une zone de 50 km à l'heure. Il est tout à fait évident que à cette vitesse-là, dans cette zone limitée, le risque de tuer quelqu'un ou de le blesser est très élevé. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, maintenant, je ne veux pas non plus rentrer dans cette histoire qui nous dit que le policier ne répondait pas à un appel d'urgence ou autre. Parce que même s'il était appelé en urgence, il y a une certaine prudence à surveiller. Et justement, on ne tue pas les gens parce que nous sommes appelés en urgence. On sauve plutôt des vies quand nous sommes appelés en urgence. Alors la question qui n'a pas été soulevée, pourquoi ce policier qui a causé la mort d'un enfant roulait à cette vitesse irresponsable alors qu'il n'a pas été appelé en urgence? Et encore, il n'y avait apparemment rien d'urgence, sinon la folie de l'abus de pouvoir. Quand nous sommes policiers au Québec, on pense que le monde nous appartient. Alors, il roulait au-delà de 120 km à l'heure dans une zone de 50 km à l'heure. Pourquoi? Ça lui est tenté, tout simplement. Alors, puisqu'il n'y a rien qui peut justifier cette vitesse, même un ivrogne, imaginez-vous, je dis même un ivrogne ne roulait pas à cette vitesse dans cette zone. Imaginez-vous, pour aller rejoindre des collègues qui s'amusent à surveiller, soi-disant, du suspect, une histoire encore 2 fois plus rien, filature de mon œil, il roulait à 120 km à l'heure dans une zone de 50 km à l'heure. Il tue un enfant, aucune accusation. Dieu le Père décide qu'il n'y aura pas d'accusation. Alors, mais le pire, c'est comment le directeur des poursuites criminelles et pénales pourra justifier cette décision. Aucune accusation à l'endroit de ce policier. On sait que ce policier n'avait pas l'intention de tuer qui que ce soit, mais on sait aussi qu'à cette vitesse, le risque de faire un accident est un accident, et je dis bien un accident grave, est tout à fait possible et probable même. Alors pourquoi donc un policier qui est au service du citoyen devient un danger pour le citoyen? C'est ça la question que personne n'a osé de soulever. Pourquoi nous avons tous la réponse, la vraie réponse? Il ne faut surtout pas attendre des directeurs des poursuites criminelles pénal à nous a livré. C'est l'abus, je dis bien, c'est l'abus du pouvoir qui a fait pousser, et sans motif aucun, la pédale au fond qui a causé la mort de cet enfant. Point à la ligne. C'est un sentiment étrange qui a envahi les détenteurs du pouvoir parce que ils savent très bien qu'ils sont protégés à leur tour. Ils sont en définitive le bras droit, je dis bien le bras droit de l'État, et l'État ne mordre jamais le bras qui la protège, même s'ils sont en défaut sur toute la ligne. Vous allez me dire, chers auditrices, chers auditeurs, mais cette histoire a rebondi à l'Assemblée nationale. Mais oui, on roule à plus de 120 km à l'heure sans aucun motif raisonnable. S'il y a bien sûr, on tue un enfant et le dossier se ferme. Aucune accusation. Il n'y a même pas matière de questionner la mort de cet enfant devant un tribunal. C'est beaucoup mieux, et je dis bien, c'était vraiment beaucoup mieux et même humain de ne pas aller informer les parents de cet enfant de cette décision du directeur des poursuites criminelles et pénales. C'est comme si la mort de leur fils n'était pas assez
pour aller leur infliger une autre incompréhension encore plus absurde que la première. Alors vous comprenez, chers auditrices, chers auditeurs, une injustice n'est pas assez, alors on fait quoi? On ajoute une autre. Si vous, chers auditrices, chers auditeurs, vous roulez sur une bicyclette, je dis bien sur une bicyclette, à 30 km/h, et vous percutez un piéton par accident, et le malheur fait que ce piéton meurt, vous pouvez être certain, sans aucun doute, que vous allez faire face à la justice. Mais un policier qui roule à plus de 120 km/h dans une zone de 50 km/h, il tue quelqu'un, aucune accusation. Essayez de comprendre quelque chose dans tout ça. Alors, il ne s'agit pas juste de la culture de l'impunité qui est répandue depuis très longtemps, mais ici, c'est surtout l'absurde et le ridicule de la position des directeurs des poursuites criminelles et pénales qui nous interpelle dans cette tragédie. La mort, justement, tragique de cet enfant et la suite de la décision des directeurs des poursuites ne sont finalement que la goutte d'eau qui a débordé le vase. Combien de dossiers qui n'ont jamais pu aller plus loin que cette putain de décision de ne pas porter d'accusation contre une personne est responsable, et comment la ministre de la Justice prétend que justement le DPCP va justifier le ridicule de sa décision. Nous parlons, chers auditrices, chers auditeurs, en connaissance de cause. Quand les directeurs des poursuites criminelles et pénales vous ferment la porte en plein face, n'ayez surtout pas aller la chercher pour l'ouvrir. C'est justement Dieu le Père qui ne veut rien savoir de personne. La ministre de la Justice a bien fait de nous rappeler le DPCP est indépendant. Il ne dépend de personne et personne ne peut lui dire quoi que ce soit. Bref, maintenant, puisque le directeur des poursuites criminelles et pénales est dans l'embarras, nous allons voir qu'est-ce qui va nous faire sortir de son chapeau, comme justification justement à ne pas porter de plainte contre ce policier qui a roulé en dépassant les 120 km/h dans une zone de 50 km/h. Résultat, un enfant de 5 ans perd la vie et les parents n'ont aucune explication. De toute façon, si j'étais à la place des DPCP, je favorise le silence au lieu de dire des niaiseries, et nous devrons tous dire assez, c'est assez. Et le projet justement de la création d'un bureau d'enquête indépendant qui va, soi-disant, donner plus de transparence à ce type d'enquête, c'est une autre berceuse pour mieux nous endormir après de telles révélations. Voilà, même si on a envie vraiment de dire beaucoup sur ce sujet-là, qui mérite d'ailleurs d'en parler, il reste que nous avons promis l'équipe de l'Endroit de Laval, un organisme qui lutte pour la protection des droits des individuels et collectifs des personnes ou groupes de personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, de la réserver justement le temps de notre antenne de ce matin. L'Endroit de Laval, un organisme qui organise justement un colloque qui se tiendra ce lundi, le 24 novembre, avec nous, nos invités de ce matin. Nous allons mieux comprendre peut-être la nécessité d'un tel colloque, pourquoi à Laval et non pas à Montréal, qui sera invité, à quels sont justement les sujets et les activités de ce colloque. Un colloque, je répète, qui tiendra le 24 novembre, ce lundi, à 9h. Et je vous donnerai l'adresse, c'est au 1395 de la Concorde Ouest à Laval. Alors, nos invités de ce matin, deux acteurs importants derrière la naissance de ce colloque. On parle de M. Richard Miron, directeur de l'Endroit, et de M. Pierre Castonguay, intervenant à la même place. Nos deux invités sont là pour nous dire un peu sur ce colloque. Chers auditrices, chers auditeurs, au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer la rabie de pouvoir. J'ai également mon collègue Ernest qui m'accompagnera le long de cette émission. N'oubliez pas, chers auditrices, chers auditeurs, que cette émission, c'est la vôtre. Si vous êtes victime ou témoin d'une injustice, d'un abus de pouvoir, nous vous invitons à nous contacter au 514-273-4302 ou bien nous écrire info@commercialmage-québec.com. Restez à l'écoute. L'équipe de l'Endroit de Laval vous en parle et vous invite même à ce colloque qui se tiendra le 24 novembre à 9h. Vous êtes invités, alors réservez vos places. Restez à l'écoute. Voilà, bonjour chers auditrices, chers auditeurs, vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine de Québec. Alors comme malheureusement j'ai pas lu les journaux ce matin-là et notre invité ici, Monsieur Castonguay, qui me rappelle comme quoi je vous laisse la parole à propos de la mort de cet enfant là de 5 ans là qui a bouleversé un petit peu le Québec ces jours-là. Tout à fait. Écoutez, l'explication est claire comme de l'eau.
Oui. C'est-à-dire que cet enfant-là est une victime collatérale de la corruption au Québec. Et le gouvernement du Parti libéral ne voulait absolument pas poursuivre le policier parce qu'on voulait pas ébruiter le fait qu'il s'agissait d'une filature des directeurs du Parti libéral dans le cadre de la corruption. Évidemment, ça ne justifie pas plus la mort d'un enfant, mais vous imaginez pour le Parti libéral de voir une manchette, un enfant est tué, une autre victime collatérale de la corruption au Québec. Alors c'est ça qu'on voulait éviter et c'est sur ça que le gouvernement libéral entre de plein pied. Oui, mais est-ce qu'on parle de la filature? Là, j'ai devant moi le journal de la presse, justement, la mort pour une enquête sur des élus. Voilà la première page de la presse. Mais dans la première page. Mais juste, je voulais ajouter, mais est-ce que ça justifiait qu'une filature, on roule à 120 km, au-delà de 120 km à l'heure, M. Gaston? Absolument pas. Okay. Et c'est pour ça que c'est tellement scabreux que le gouvernement s'est dit, on laisse ça mort, on n'en parle pas, on poursuit pas, on ferme la porte. Il y a un point qui est important de bien comprendre ici, c'est que le directeur des poursuites criminelles et pénales... C'est ça le point, là, oui. ...a répondu à une commande politique, alors que la ministre Stéphanie Vallée se fait aller les bretelles à l'Assemblée nationale en prétendant que l'enquête était indépendante, que le directeur des poursuites est indépendant. Les blablabla. Et blablabla. Alors qu'on voit dans cet exemple-là, très clairement, que le directeur des poursuites répond à une commande politique. En tout cas, mon ami, vous avez raison de vous poser la question. S'interroger sur ça. Il faut s'interroger publiquement là-dessus. Il ne faut pas laisser ça mort, effectivement. Et d'ailleurs, je vais revenir avec un thème qui m'est favori. Dans les dossiers de violence conjugale, le directeur des poursuites criminelles et pénales autorise à l'aveugle tous les plaintes qui sont logées, sans égard aux faits. Ouais. Oui, mais on parle aussi de justement le directeur et puis dans un dossier de Paquette. Dans un dossier. Il n'y a pas juste M. Ernest, excusez-moi, il n'y a pas juste M. Paquette. Il y a des centaines de dossiers qui sont fermés par Dieu le Père, là, qui est vraiment le directeur de poursuite. Rappelons-nous M. Charret et les étudiants. Alors, les étudiants qui ont voulu poursuivre les policiers et tout ça, et il y a beaucoup de choses qui sont mortes au feuilleton. Alors que là, c'est un scandale politique. Et là, à ce moment-là, on ne veut pas poursuivre. Oui, le directeur des poursuites criminelles et pénales, c'est une autre couche de fonctionnaires pour diluer la responsabilité. Exactement. Pouvez-vous nous dire rapidement 2 mots sur le dossier de M. Paquette? Le dossier de M. Paquette, dont on a déjà traité ici, d'ailleurs, il est déjà venu en studio. Le directeur des poursuites criminelles et pénales lui a répondu qu'étant donné que les policiers n'avaient pas demandé d'intenter des procédures, il a fermé le dossier alors que le policier avait déposé le dossier auprès du directeur des poursuites parce qu'il avait nécessairement conclu qu'il y avait matière à poursuite. Oui, tout à fait. Alors, étant donné que c'était une avocate, dans le cas présent qui est concernée, une avocate qui aurait commis un parjure, mais cette avocate maintenant travaille pour le directeur des poursuites criminelles et pénales. Alors, imaginez-vous que le directeur s'est assis également dans la lettre de réponse à M. Paquette sur le fait que les faits qui sont reprochés se seraient produits avant son embauche pour le directeur des poursuites criminelles et pénales. C'est l'absurdité totale. Mais c'est pas... Il faut juste vous rappeler que ce n'est pas le seul dossier. On a plusieurs dossiers, on a des problèmes. Comme par exemple, si M. Vincent Nido, là, c'est une catastrophe. Même moi, j'ai communiqué avec Maître Bellemare pour intervenir. Et imaginez-vous un ex-ministre qui a pas pu faire quoi que ce soit devant ce mur-là qui s'est dressé là. Alors maintenant, peut-être Richard, vous voulez dire quelque chose à ajouter pour l'enfant? Là, on parle de la mort de l'enfant. Là, il y avait la question rapidement de l'enquête de la police. Pourquoi c'est la police qui fait l'enquête sur elle? Peut-être que c'est un des éléments. Oui, mais c'est peut-être un des éléments qui a contribué à faire que certaines affaires s'étouffent aussi. Je veux dire, à un moment donné, ça aurait été un autre organisme plus civil, plus avec des gens de la population. Ça, c'est le projet soi-disant, mais là, on croit seule une république de bananes tolère qu'un individu soit à la fois juge et parti. Voilà. Alors voilà, donc ça, c'était sur le sujet de cette catastrophe-là, la mort et la décision surtout des directeurs des poursuites pénales et criminelles et pénales de ne pas porter de plainte contre le policier qui roulait à 120 km à l'heure. Je dis bien, il roulait au-delà de 120 km à l'heure et qui a malheureusement tué un enfant de 5 ans. Alors je reviens directement aujourd'hui, Richard, vous avez votre colloque qui se tiendra le 24 novembre. Vous êtes gentil de répondre à notre invitation et de venir ici justement pour dire quelque chose sur ce colloque-là. Pourquoi il se tiendra à Laval et non pas à Montréal? C'est des gens qui m'ont posé la question. L'importance, parce que est-ce qu'il y a des colloques dans ce genre-là qui se réalise ici à Montréal?
Oui, il y en a plusieurs qui sont organisés par l'AGID, qui est notre regroupement national. Ça, c'est l'association des groupes d'intervention et de défense des droits en santé mentale du Québec. Il y a plusieurs colloques de ce type-là qui peuvent se tenir à Montréal. Mais à Laval, nous, la spécificité, c'est qu'on est un organisme de Laval. Puis aussi, on fête notre 25e anniversaire. Ça fait 25 ans qu'il existe un organisme qui fait de la défense des droits à Laval. Est-ce que c'est le premier colloque? Non, on avait déjà fait un autre. Ça portait au niveau du droit à l'entraide et à la réappropriation du pouvoir. Mais vas-y. Richard, mais qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à faire ce colloque-là? À part le 25 anniversaire de votre... c'était de discuter, c'est d'interpeller le réseau. Je veux dire... Actuellement, là, de la manière que ça fonctionne, t'as un appareil judiciaire qui envoie des gens vers le réseau avec des gardes en établissement et tout ça. Puis le psychiatre, il reçoit ces cas-là, il gère ça, il s'en occupe à l'hôpital. Mais dans le fond, est-ce que ça soigne vraiment les gens? De la manière qui est organisé le réseau, parce qu'il y a plein de gens que je connais qui sont puis ils veulent pas aller dans le réseau parce qu'ils considèrent que ils risquent de perdre des droits, de leur liberté puis tout ça. S'ils se retrouvent en garde d'un établissement à l'hôpital, ça veut dire qu'ils peuvent pas sortir de l'hôpital. S'ils se retrouvent en autorisation judiciaire de soins, ils sont obligés de prendre une médication qui correspond pas nécessairement à leurs besoins. Est-ce que t'as vraiment aidé du monde qui ont besoin avec un système qui est bureaucratique de même? On pose la question. Nous, on veut une transformation totale. Puis c'est possible d'avoir un réseau de la santé mentale qui fonctionne sans hôpitaux psychiatriques, sans loi sur la dangerosité, où les psychiatres sont sur le terrain, ils vont mobiliser les gens, où les usagers restent dans du logement social, qui ont une vie à eux autres et qui essayent qui ont un rôle social plus positif qu'ici. C'est possible d'arriver à ça. En Italie, il y a eu des avancées sur cette question-là. Ça existe. C'est possible de changer les perspectives. Puis ça répondrait... tandis que là, on se trouve dans une situation où t'as eu une désinstitutionnalisation. T'as encore plein de personnel qui est institutionnalisé, mais t'as les gens qui sont sur le terrain, qui n'ont pas de service, ils n'ont pas d'appui. T'as beaucoup d'itinérants qui n'ont pas d'appui. Puis les psychiatres, ils vont pas les voir sur le terrain, à part qu'une couple là, une fois de temps en temps, mais ça règle pas les problèmes. Le psychiatre, pour qu'il voie c'est quoi les problèmes, il faut qu'il soit avec les gens pour voir les interactions qui sont entre les gens. Il faut puis c'est un nouveau réseau. C'est la proposition que vous faites? Oui. Mais c'est sûr qu'on changera pas tout du jour au lendemain. Il y a des lois puis tout ça. Mais si on pourrait mettre sur pied certaines institutions, on parle d'un centre multiservice, on parle aussi d'un OBNL d'habitation qui permet aux gens de s'organiser, d'avoir le groupe pour eux autres. Qui permet aussi à des psychiatres de venir sur le terrain, venir les visiter, des médecins. Mais ça serait un plus pour ces gens-là. Il y aurait des services. Quand tu es chez vous puis tu reçois, mettons, un plombier, tu te sens pas soumis à une autorité, hein? Exact. Oui. Là, ça serait un peu pareil. Le psychiatre viendrait sur le terrain de la personne. La personne, elle se sent chez elle. Elle se sent plus en autorité, puis elle sent que le professionnel travaille pour elle. C'est changer le rapport. C'est faire en sorte que, au lieu d'aller voir une autorité qui risque de brimer nos libertés, on a un professionnel qui nous aide à nous soigner. C'est totalement un rapport complètement différent. Mais vous répondez à cette initiative pour la clientèle de l'endroit, c'est ça? La clientèle de l'endroit, mais aussi ce débat-là, on veut le faire dans l'ensemble du Québec. Exactement, c'est ça. Mais on le fait là spécifiquement à Laval parce qu'on est un organisme de Laval. Mais je pense que ça vaut la peine de faire des débats dans chaque région sur ces questions-là. Les pratiques judiciaires à Laval, faut les interroger. Les pratiques du réseau, faut les interroger. C'est sur le terrain qu'on va changer les affaires en changeant les pratiques. Puis bien souvent les aspects d'oppression, parce que la charte, ils reconnaissent des droits de base.
On a une loi sur la dangerosité, c'est une exception aux chartes, OK? C'est reconnu, il y a des balises qui existent. Mais dans la pratique, c'est là que bien souvent les aspects d'oppression, ils se manifestent. Donc, nous autres, on doit travailler pour changer non seulement les lois, mais aussi les pratiques existantes. Mais vous êtes un bon exemple, par exemple, justement, j'aimerais dire que vous travaillez quand même de l'expérience de l'endroit depuis 25 ans, qu'il existe quand même. Ouais. Alors, c'est à travers ces années-là, voilà, vous êtes résolu à ce stade-là, là, pour trouver des solutions et proposer des solutions même pour d'autres organismes qui font le même travail que vous. Ben, c'est parce qu'on a une pratique aussi de terrain, puis je veux dire, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a des sérieux problèmes. Mettons, au niveau des droits, on essayait, tu sais, il y a bien du monde des fois qui se font expulser de logement, puis là, il faut que tu les aides à se trouver du logement. Là, tu demandes au réseau de le faire, c'est supposé être un peu plus le job. Il y a des travailleurs sociaux qui sont bien mieux payés que nous autres, mais ils le font pas tout le temps. Fait que là, à un moment donné, tu te rends compte, il y a un problème de logement, il manque de logement social, à Laval. Mais là, tu dis, ben, OK, il y en a pas, on peut le revendiquer, mais on s'est dit, ben, on va prendre une autre approche. On va prendre une approche qu'on va créer notre OBNL d'habitation pour nos usagers. Ça va. Puis en plus, cette OBNL d'habitation-là, elle va avoir comme une sorte de projet social pour elle, ben à elle, où les gens vont s'impliquer là-dedans, puis ils vont sentir que c'est leur affaire. C'est pas juste une bâtisse où ils restent, mais c'est un lieu un vrai milieu de vie avec des cuisines collectives, différents groupes, une salle communautaire, des activités, que ça soit artistique ou autre, oui. Mais ils vont se sentir que c'est leur lieu à eux autres. M. Perron, est-ce que vous avez pu, soi-disant, vous avez pu au moins rencontrer des députés et convaincre des députés de ce projet-là? Ben, on en a rencontré, oui. Ils nous donnent des appuis financiers pour la tenue du colloque, mais au-delà de ça, je veux dire, c'est... La réalisation de ce... Parce que je sais que c'est pas le jour au lendemain, mais ça c'est une question de temps. Ben, déjà, le fait qu'ils nous supportent au niveau du financement du colloque, c'est déjà, quand même un plus, là, c'est... Monsieur Castonguay, oui. Écoutez, je compléterais ce que Richard vient de vous dire dans une perspective historique. Si on avait fait ce colloque-là il y a 40 ans, les questions, les enjeux auraient été clairs. Ça aurait été la désinstitutionnalisation. On aurait dit, c'est fini tout le monde à l'asile à toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui a un problème de santé mentale. C'était très clair aussi au niveau de la contention. On disait il y a 40 ans, c'est fini d'attacher les gens qui sont agités, qui ont des déficits d'attention ou autres. C'était clair au niveau de la médication. On se disait il y a 40 ans, c'est fini de doper les gens, de faire des gens des espèces de zombies qui n'ont plus de conscience avec la réalité parce que la médication est une autre forme de contention. Maintenant, ça a évolué beaucoup depuis. Et c'est pour ça qu'on arrive avec un colloque comme ça, parce que actualiser maintenant les nouveaux enjeux, les nouvelles questions qu'on se pose en matière de santé mentale, c'est actualiser la relation entre les intervenants et les usagers du système. Et c'est ce que Richard disait. Et donc, vous savez, les enjeux sont beaucoup plus subtils actuellement qu'ils l'étaient avant. Avant, on se battait tous pour la même chose. Maintenant, la désinstitutionnalisation a été faite et même parfois a été surfaite. Je pense qu'on a des fois surjoué dans ce domaine-là parce qu'il y a des gens qui étaient complètement désarticulés puis qu'on a laissé à la rue et ça a fait des gens qui étaient... il y a des gens qui sont passés du domaine institutionnel à pratiquement l'état de sans-abri. Ouais. Alors, donc, on a même surjoué dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on se demande quel est l'équilibre entre l'usager et le système. Et quand M. Miron vous amène le modèle de Trieste en Italie, qui est un modèle complètement différent de la relation entre l'usager et le système, il pose des questions fondamentales. Et c'est ces questions-là qu'on adresse à nos participants. Et pour compléter, pourquoi ça se fait à Laval? C'est tout simplement parce que nous, on est Lavallois. Ouais. C'est un colloque Lavallois. Comme Richard le disait, c'est le 25e et c'est l'occasion de le faire à Laval. Mais je vous dirais qu'à Laval, il y a quand même beaucoup d'avancements en matière de santé mentale. Et c'est peut-être encore plus pertinent de le faire à Laval parce qu'à Laval, on a un réceptacle d'usagers et d'intervenants qui sont ouverts à ces problématiques-là. Ils sont ouverts à adresser ces questions-là de façon consciencieuse,
sur le terrain. J'aimerais bien que vous pouvez ajouter, M. Castonguay, qui seront invités? Vous invitez qui à ce colloque-là? Des gens qui... ou bien M. Méron, un des deux, qui seront invités là, au niveau de qui donneront des conférences? OK, il va y avoir 2 panels. Le matin, le premier panel va porter un peu comme un bilan des... Alors, on parle lundi toute la journée? On parle lundi, c'est ça. Lundi, le 24 novembre. Le matin, il y a un panel qui porte sur l'évolution des droits et du réseau comme tel. Donc, c'est plus un aspect historique. Là, le conférencier, c'est qui? Il y a Doris Provencher de la GID, qui est notre regroupement national, qui œuvre au niveau de la défense des droits en santé mentale. Ensuite, il va y avoir Jean Parat, qui est l'ancien directeur du département de psychiatrie de la Cité de la Santé, mais qui a une expérience de psychiatrie communautaire en Europe. En tout cas, il y a une ouverture à ces perspectives-là qu'ont pas nécessairement les gens qui n'ont pas connu le réseau en Europe. Puis ensuite, il y a Jean-François Denis qui est aussi un ancien directeur du même département. Mais on va faire un débat. Ça, c'est le matin, ça. Hein? Ouais, c'est ça. Jean-François Denis, c'est le point de vue un peu plus institutionnel, mais dans le fond, il va expliquer que dans le fond, c'est plate avec toutes les ce qui arrive dans la société, toutes les la propagande médiatique mensongère. Ben, lui, il dira pas dans le même sens là, mais avec toute la propagande médiatique mensongère, mais il y a une grosse stigmatisation contre les gens qui ont eu un problème de santé mentale. Puis il y a une demande de répression qui existe dans la population pour rentrer davantage le monde à l'hôpital et des affaires là même. Fait que les autres, les psychiatres sont pris avec cette demande dite sociale de répression. Mais alors que nous, on dit non, il faut pas faire ça, il faut aller dans l'autre sens, il faut avoir plus de liberté, mais il faut créer des conditions pour que cette liberté-là s'exerce, pour que les gens puissent s'émanciper, pour que les gens puissent s'épanouir au niveau émotionnel. C'est dans l'autre sens qu'il faut aller. C'est pas dans le sens des menteries qui sont dites par les médias. Mais lui, il explique quand même que les médecins sont pris avec ça, puis compte fait, il y a plus de bienfaits que de méfaits. Bon, peut-être, mais je veux dire, à un moment donné, ça règle pas le problème fondamental qu'on pourrait avoir quelque chose qui est mieux, puis c'est dans ce sens-là qu'on va aller. Faut regarder dans l'avenir. Dans l'avenir, là, ils vont, dans 50 ans, il va y avoir du monde qui vont regarder le réseau de la santé mentale actuellement, puis ils vont dire, c'était barbare, c'était écœurant de traiter du monde de même. C'est vraiment triste. Donc, faut toujours regarder vers l'avenir. À un moment donné, quand il y avait des lobotomies qui coupaient en tout cas qui enlevait des parties du cerveau, je veux dire, ça se fait plus, ça, des affaires comme ça, mais il y a eu des pratiques barbares. Ils traitaient le monde au LSD à un moment donné. C'était une autre affaire, l'insulothérapie. Ils faisaient boire du sucre, mais avec un peu d'eau, là, ils faisaient boire de l'eau très sucrée pour provoquer des comas insuliques. C'est des pratiques qui ont ni queue ni tête, qui sont barbares. Puis c'était vu comme des pratiques qui allaient soigner les gens. Mais dans 40-50 ans, là, il y a des médicaments qui sont là que ça n'a queue ni tête. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le principal consommateur de médicaments psychiatriques, là, c'était Adolf Hitler. Il consommait des méthamphétamines. Là, à cette heure, c'est une drogue qui circule dans la rue, là. Mais c'est... en tout cas... Mais surtout quand vous parlez, on est au Québec, hein, c'est quand même... ça ne devra pas exister au Québec. C'est quand même... on parle vraiment de Québec, une société exemplaire. C'est ça. C'est parce que là, puis le problème aussi du réseau... OK, il y a eu une désinstitutionnalisation. D'une certaine manière, la médication, ça se peut que ça soit assez amélioré avec le temps. Il y a des... il y a des efforts. Il y a eu des efforts. Ouais. Mais sauf que là, tu dis, là, il n'est pas à l'hôpital, il faut le contrôler à distance. Puis ils ont toujours l'idée du contrôle à distance. L'idée reste toujours là, de le contrôler. De le contrôler, fait que spontanément, tu risques de donner peut-être plus de médication que moins parce qu'il faut que tu le contrôles à distance, puis tu n'as pas le temps de faire tout le temps le suivi. Puis tes équipes traitantes, ils n'ont pas tout le temps. Puis des fois, là, ils se disent, la personne va tricher, puis donc on en met plus qu'il faut, puis mais ça ne règle pas le problème. Mais le lien de confiance entre l'itinérant, la personne qui est malade mentale et avec l'institution, il y a un problème, c'est ça? Ah oui, c'est le problème. Oui, c'est là qu'il faut, c'est là-dessus qu'on pense, c'est de recréer un lien de
confiance, puis le fait aussi de faire sentir à la personne que tu es un citoyen, la psychiatrie, elle devrait chercher à mobiliser les gens, à les éduquer, à travailler sur eux autres mêmes. Mais aussi, il faudrait que le psychiatre, il tienne compte du point de vue de la personne. Dans le fond, on parle d'une alliance thérapeutique. C'est d'égal à égal. Ouais. C'est que la personne, le psychiatre, il accompagne la personne. Ernest, oui? Tu voulais ajouter un ajout? Dans cette perspective-là, pour comprendre un petit peu la dynamique en jeu, il ne faut pas négliger ici l'influence du lobby des pharmaceutiques qui ont les poches profondes. Et puis, c'est pour une pharmaceutique... Il faut fondre, là. Pour une pharmaceutique qui manipule des milliards, acheter les politiciens à coup de millions, c'est rien. C'est tout à fait clair. Payer des voyages aux psychiatres aussi. C'est ça. Monsieur Muron, revenons à cette journée-là, dire le mot de la journée. Donc, vous avez parlé un petit peu de la journée, le matin, là, de la matinée. Il y a quand même un dîner. Et on passe à l'après-midi. Mais là, on embraye sur des perspectives de ce qui peut exister ailleurs dans le monde, mais aussi même au Québec. Là, mettons la question du logement social. J'ai Benoît Côté qui vient de Québec, puis il anime nos BNL d'habitation dans cette ville. C'est nos BNL d'habitation qui reçoit des gens qui ont eu un problème de santé mentale, mais aussi des artistes. Puis les artistes, en tout cas, il y a plein d'activités artistiques. C'est un lieu de création, le Sherpa à Québec. Est-ce que vous avez une certaine place? Il y a les deux autres. Je vais embrayer avec les deux autres personnes. Il y a Jean-Nicolas Ouellette de l'organisme Camé de Montréal-Nord qui vient nous parler de son groupe d'entraide qui a un fonctionnement intégralement par épaule. C'est vraiment les usagers qui organisent presque toutes les activités, puis les employés ils ont un rôle très, 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 très accessoire dans l'organisation des activités. C'est un groupe par épaule. Puis l'autre invité, c'est Thaïs Miki de Carvalho Otanari. En tout cas, elle vient du Brésil. Elle vient du Brésil? Ouais, mais en tout cas, là, elle d'origine brésilienne, mais elle est étudiante au doctorat à l'Université de Montréal. Ouais. Mais elle vient nous parler de l'expérience de la psychiatrie au Brésil, mais qui s'inspire fortement du modèle de Trieste, donc je parlais tout à l'heure. Là, Est-ce que vous pourriez développer davantage au niveau du modèle de Trieste? Ben, j'en avais sorti quelques éléments, mais je peux juste dire, comme je te disais, au niveau, il n'y a pas d'hôpitaux psychiatriques. C'est déjà une différence. Ensuite, il n'y a pas de loi sans dangerosité. Puis de la manière qui est organisé le réseau là-bas, c'est que tu as comme des centres de santé mentale. Ça correspond à peu près au territoire de CLSC ici. Okay? Il y a comme 7 ou 8 lits à l'intérieur, mais le monde ne vient pas longtemps là, rester dans ces lits-là. Puis les gens viennent assez librement là, dans les centres de santé mentale. Il y a pas trop de rigidité là, mais en même temps aussi, les psychiatres, ils vont visiter les gens dans les logements puis tout ça. Fait que puis t'as aussi les autres intervenants là, des centres de santé mentale qui vont visiter. Fait que ça tu crées quand même un lieu qui est plus humain, une proximité plus grande, fait que la possibilité d'avoir un meilleur lien de confiance est meilleure. Puis c'est une psychiatrie, non pas qui contrôle, mais qui mobilise. C'est tout un changement de perspective. Voilà, donc c'est le 24 novembre, ce lundi-là, le 24 novembre, et on part d'une journée vraiment chargée parce qu'on commence à peu près de 8h30 l'inscription, 9h le mot de bienvenue, et on va aller jusqu'à 22h. Là, vous 22h, c'est spectacle, ouais. C'est spectacle. À partir de 19h30. Il y a quand même un dîner et un souper. C'est quand même une journée assez particulière. Hein? Ouais, c'est une bonne journée. C'est de l'organisation aussi. Et l'espace, le nombre de personnes que vous pouvez recevoir dans cette salle-là, c'est... Pour la journée comme telle, il va y avoir il y a 80 places. Il y a plus de monde. Il y a 80 places? Pas plus que ça?
pour la journée, pour le colloque, mais... si vous avez 200 inscriptions, les gens qui veulent assister, là... On a de la faim. Vous n'avez pas pensé à ça? En tout cas, qui appelle aujourd'hui parce que c'était mentionné au niveau de que les places étaient réservées, là, mais qui appelle aujourd'hui. Mais je veux dire, à un moment donné, on risque de couper à 90, 100, à 100 peut-être. Mais sauf que j'ai juste de la bouffe pour 80 personnes. Fait qu'il faudrait que ça arrange. Ouais. Mais s'ils viennent puis ils sont debout, il va avoir, les derniers arrivés, il y aura moins de... Voulez-vous juste lancer le numéro pour vous rejoindre? C'est 450-668-1058. Répétez-le, s'il vous plaît. 450-668-1058. Alors voilà, si vous intéressez à s'inscrire pour ce colloque-là qui va se dérouler le lundi prochain toute la journée, alors vous allez juste communiquer avec M. Méron. Puis le soir, par contre, le spectacle, il y a plus de place. C'est 300... c'est une salle de 330 personnes. Puis c'est Michel Faubert, une artiste qui fait de la musique traditionnelle, mais plus un folk acoustique, avec André Marchand, qui était un ancien des Charbonniers de l'Enfer, et La Bottine Souriante, et Dominique Lanois qui a déjà été qui a joué pour mon oncle Serge. Fait que c'est du monde qui joue. C'est un très beau show au niveau artistique, là. C'est pour les gens qui aiment ça, quelque chose de très bien fait au niveau acoustique puis tout ça. Ça va être. Puis c'est une très belle salle de 300 personnes. Le son porte bien, puis en tout cas, je les invite sur une base artistique, mais sur une base aussi de soutien à notre organisme, parce que les billets qui vont être achetés, ça va permettre de nous aider à financer nos activités. Excellent, monsieur. On veut juste passer à faire une petite pause musicale, mais vous avez demandé que Diane Dufresne va chanter Parc Belmont. Pourquoi vous avez choisi ce thème-là? C'est une chanson que j'ai trouvé très intense, puis c'est comme l'expérience de quelqu'un qui a un vécu psychiatrique, puis on ressent la souffrance de cette personne-là dans cette chanson. Elle rend très bien, puis c'est très évocateur. Alors voilà, on va vous laisser avec Diane Dufresne. Qu'est-ce que j'ai fait au monde? Et comment faire ici pour le reste de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait au monde? Il y a des jours où j'oublie qui je suis, où je suis. Moi j'étais comme tout le monde, je vivais ma folie doucement, sans faire de bruit. Je faisais pas mal au monde, j'avais le droit aussi de vouloir lâcher mon cri. Quand j'étais enfant, je voulais toujours qu'on me mène au Parc Belmont. Pour moi c'était ça la vie, c'était la fête, c'était beau comme dans ma tête. Mais j'ai grandi, j'ai connu la vie et j'ai choisi d'habiter le monde de mon imagination. Qui
jusqu'à ce qu'on me lie. Voilà, bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Alors, nous sommes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine, le Québec. Alors, on continue donc avec le colloque, le colloque qui est organisé par l'Endroit de Laval, un colloque qui tiendra le lundi, ce lundi-là, le 24 novembre. Le colloque est intitulé justement l'évolution des droits et des réseaux de la santé mentale, passée et à venir. Alors, maintenant, je reviens peut-être avec mon collègue, Monsieur Castonguay. Ce collègue, justement, se propose d'être un forum rassembleur. Êtes-vous d'accord? Alors, pouvez-vous nous expliquer, en 2014, ce qui mobilise les gens en matière de santé mentale? Oui. En 2014, ce qui mobilise les gens en matière de santé mentale, c'est vraiment le bien-être de la personne. Et Laval est un milieu exceptionnel là-dessus. Je dois vous rappeler qu'à Laval, le taux de suicide est inférieur à la moyenne au Québec. C'est un des meilleurs contrôles au niveau du taux de suicide parce que justement les gens de plus en plus parlent. L'endroit... Ça c'est bien dit là. Oui. Il y a une discussion qui se fait là, entre les individus là. Oui, donc les individus sont moins entre les organismes. Tout à fait, oui. Tous les organismes se parlent maintenant. Oui. Et nous, ça fait 2 années que nous allons à un colloque qui s'appelle l'Alliance. Et au colloque de l'Alliance à Laval, il y a les médecins. Il y a les psychiatres, il y a les pharmaceutiques qui sont de l'autre côté du mur, mais il y a tous les autres intervenants. Et ça, je trouve ça très bien. Et vous voyez, au colloque de l'Alliance, on commence à avoir un langage commun. Je vous donne un exemple. Avant, par le passé, on entendait beaucoup les médecins parler de psychotropes et d'agents d'agents anxiolytiques et un paquet finalement de médicaments. Puis toute l'approche était posée sur la pharmacocinétique des médicaments, les effets pharmacologiques. Mais la semaine passée, ce dont on entendait le plus parler, c'était l'importance de ramener les gens à marcher. L'importance de ramener les gens à avoir des activités physiques, l'importance de maintenir les gens au travail parce que le travail, ça donne un sens à la vie, quitte à alléger les conditions de travail pour les gens qui sont dépressifs, de ne pas sortir les gens de leur milieu, de les déraciner. L'importance d'amener les gens à bien manger, à bien se nourrir et à équilibrer leur alimentation. L'importance d'avoir des loisirs qui sont significatifs. L'importance d'avoir des contacts humains dans la collectivité, puis de garder nos réseaux de contacts, puis d'avoir des activités de loisirs qui nous mettent en contact avec les autres. Alors, vous savez, on est loin de ce qu'on pensait de la psychiatrie traditionnelle avant, et je pense que la critique de regroupements comme l'AG-DSMQ et l'Endroit de Laval y est pour quelque chose. Quand j'ai quitté le colloque de l'Alliance, j'ai parlé à l'organisatrice du colloque et j'ai dit, vous connaissez l'approche critique de l'AG, on a mis sur pied un cours sur la vision critique en santé mentale. Elle a dit oui, je suis très au courant de ça. Et c'est un cours, ça, qui attaque la psychiatrie de front et qui pose des questions fondamentales. Alors, la responsable, j'ai pas encore envoyé le courriel, la responsable m'a dit, Monsieur Castonguay, j'aimerais que vous veniez nous donner le cours à la formation médicale continue le mercredi matin aux médecins. Alors, c'est la psychiatrie qui se pose des questions sur la psychiatrie et qui n'a pas peur à ce moment-là de se confronter à ça. Et je pense que des intervenants comme l'Endroit de Laval ont fait partie de ce qui est la fonction et la marge active des gens qui ramènent la psychiatrie sur le terrain de la réalité, qui ramènent la psychiatrie sur le terrain des gens dans leur vécu quotidien, qui ramènent la psychiatrie dans la rue. Nous, on est en contact avec des prostituées. On est en contact avec des gens qui ont des problèmes de toxicomanie. On est en contact avec des gens qui ont des problèmes psychosociaux, des problèmes d'abus de substances, des problèmes d'insalubrité dans leur environnement. On est en contact avec des gens qui ont aussi des troubles de santé mentale. Mais tout ce que je vous ai mis avant, là, problèmes psychosociaux, insalubrité, substances, ce sont des problèmes concomitants. Et il y a des gens qui sont drôlement désarticulés dans leur vie sans avoir même un problème de base, là, un diagnostic de santé mentale. Et c'est ça qu'il faut ramener sur le terrain. C'est ces gens-là qu'il faut ramener et il faut amener tous les intervenants à se parler, à se donner la main. Et je pense que notre colloque, il s'inscrit dans un vaste mouvement aussi de remise en question de la psychiatrie. Mais vous avez dit tout, hein, vous avez dit le mot-clé, c'était vraiment reprendre contact humain, hein, et c'est ça qui, malheureusement, qui manquait. Monsieur Miron? Dans le fond, ce qu'on voudrait, ça serait quasiment un modèle lavallois. Exactement. Mais un modèle qui respecte les droits fondamentaux.
puis un modèle qui donne du pouvoir aux usagers, usagères, qui donne du pouvoir puis qui donne le pouvoir aux usagers, usagères. Donner le pouvoir, vous expliquez-nous là. Donner du pouvoir, c'est dans le fond, c'est de quelle manière donner du pouvoir à un usager? Comment donner du pouvoir? Une personne, quand elle peut avoir confiance en ses moyens, quand elle peut avoir développer des initiatives, avoir un sens d'autonomie, avoir une vision positive d'elle-même, oui. Ça, c'est déjà donner du pouvoir sur la personne. Elle sent comme quelqu'un, comme un autre, comme un égal. Puis donner le pouvoir, c'est que les services, c'est à son service à elle. En considération. Ouais, les gens, c'est pas juste des gens qui sont des matières premières qu'on transforme. Quelqu'un qui arrive bien malade, puis on le sort avec des médicaments, puis il a de l'air moins malade après. C'est pas des matières premières, les gens, là, c'est des personnes. Comme Richard le dit, le pouvoir, l'expression américaine, c'est l'empowerment. Quand on donne du pouvoir à une personne dans sa vie physique, son sommeil, son appétit, son énergie, quand on la donne au niveau cognitif, à ce moment-là, sa concentration, sa mémoire, sa fatigue intellectuelle diminue. Quand on donne du pouvoir à la personne au niveau des relations avec les autres, des contacts avec les autres, c'est son irritabilité qui s'en va. C'est le problème de retrait qu'elle avait de la société qui diminue parce qu'elle va avec les autres. C'est son négativisme à ce moment-là qui s'évapore. Quand on donne du pouvoir au niveau affectif à quelqu'un, sa tristesse, ses problèmes d'anxiété, ses problèmes de dépression, son dévalorisation, ça s'évapore, ça, parce qu'on est en contact avec les autres et on est valorisé avec les autres. Le but de l'endroit et le but de l'AG de SMQ, c'est de donner de l'empowerment, donc de redonner du pouvoir à l'usager, et c'est cet usager-là qui se tient debout après ça, s'il a un problème de santé mentale, devant son psychiatre, mais aussi devant son politicien, devant son maire, devant toutes les formes de pouvoir qui sont en interaction avec les citoyens. Alors, attention, la lutte, parce que c'est une lutte, ça. C'est une lutte de tranchées, c'est une guerre de tranchées. Moi, je rencontre des gens à tous les jours qui se font exploiter et parce qu'ils ont des problèmes de santé mentale, sont plus fragiles que les autres. Cette lutte-là, elle doit se faire sur le terrain de la justice sociale, de l'équité, de la justice distributive pour toutes. Mais c'est pas une lutte qui est nécessairement politique, c'est une lutte qui est tout simplement au niveau humain à tous les jours. Tout à fait, oui. Je veux juste terminer en vous disant que si je pense à mes 3 derniers cas, là, OK, de donner du pouvoir à un adolescent qui a un retard léger et pour lequel son père il dit, toi, parce que tu as des tendances homosexuelles, je t'aime plus. J'en veux plus, tu vas aller en enfer, pour des raisons religieuses, mais c'est de lui permettre de réaliser que lui est une bonne personne et que lui peut faire des choses significatives et que dans ce cas-là, même si son père représente une forme d'autorité, il n'a pas raison dans l'exercice de ce pouvoir-là face à son fils. Redonner le pouvoir, j'ai une dame là qui est exploitée par son frère, qui a fait une convention là tout azimut pour régler son héritage à elle et qui lui donne au compte-gouttes son argent, mais l'argent qui lui appartient au nom de quoi? Je mets des guillemets là-dessus, là. T'es folle, t'es arriérée, t'es niaiseuse, toi. Alors moi, je vais gérer ton héritage et le mien. Ouais. Ça fonctionne pas comme ça. Lui, de redonner du pouvoir, c'est lui dire, écoutez, on va aller consulter un notaire, on va regarder la convention et on va regarder ensemble ce qu'on peut faire. Et elle sort de là la tête haute. Et à ce moment-là, au niveau intellectuel, ça débloque parce que la personne, elle sait qu'elle est considérée en tant qu'être humain. Et je terminerai, j'ai un 3e cas là que non, on va laisser faire parce que le temps court vite. Non, vas-y, rapidement là, ça sera bien. Écoutez, redonner du pouvoir à une prostituée, c'est d'abord lui apprendre que. Ils sont nombreuses, c'est de lui apprendre que, écoute, t'aides tout le monde. Tu vides ton portefeuille toi au cours du mois pour aider tout le monde qui sont dans la misère. Puis à la fin, t'es pas capable de payer ta fin de mois, donc tu fais des clients pour payer ta fin de mois. On va recommencer à penser ton budget avec toi. Recommencer à penser tes relations avec toi. Je pense que tu te vends à peu cher auprès des autres. Et la prostituée me répond, écoute Pierre, moi quand j'étais petite, on m'a exploité, on me faisait subir des gangbangs, c'est-à-dire 10-12 hommes qui passaient sur moi quand j'avais 6 ans. Tout ce que j'ai connu dans la vie, c'était ça comme mode de relation avec les hommes. Et redonner du pouvoir, c'est de dire, c'est pas vrai. Tous les hommes, ils sont pas comme ça. Puis nous, on sera pas comme ça avec toi. Nous, on te respecte. Puis on va t'apprendre à choisir
choisir des gens autour de toi pour reconstruire ta vie qui ne t'exploiteront pas comme ça. Alors, vous savez, il y a des gens qui vivent dans la grosse misère à tous les jours et c'est là où je vous dis, c'est une guerre de tranchées. C'est du cas par cas avec chaque être humain qui est exploité par les autres. Monsieur Castonguay, mais j'espère que vous êtes là en train d'encourager les prostituées de continuer dans cette voie-là et il y a une possibilité de leur dire quand même, vous pouvez trouver un travail qui est beaucoup mieux et tout. Donc, exactement. On n'encourage pas, mais on ne juge pas. Ouais. Parce que le premier contact avec une dame qui fait de la prostitution, c'est elle se sent laide, sale, souillée, vicieuse, pas bonne, méchante. Et c'est le contraire. C'est souvent la personne qui a un grand cœur, qui est très généreuse d'elle-même et qui n'est pas capable de créer de limites autour d'elle. Tout à fait. Vous avez dit aussi un mot là, parce que pour le simplifier peut-être, redonner pouvoir, est-ce que c'est synonyme de vraiment redonner confiance à la personne? En tout cas, les deux, vous touchez à un point essentiel, les deux sont intimement reliés. C'est-à-dire que si j'ai de l'empowerment, c'est que j'ai confiance en moi. Puis sans puis j'ai confiance aussi aux gens qui vivent la même situation que moi. Puis j'ai confiance en l'avenir, j'ai confiance que je peux changer les choses, puis que je peux m'organiser avec d'autres personnes pour changer les choses. Et comme Richard l'a dit, j'ai confiance aux autres aussi, donc je ne suis plus isolé pour vivre ce problème-là dans la société. Peut-être je repose la même question à M. Miron. Donc on entend souvent les gens qui sont pris avec une problématique de santé mentale se plaindre justement de stigmatisation au travail, dans leur famille et au sein de leur milieu de vie. Pouvez-vous m'expliquer quels sont les efforts justement déployés pour contrer la stigmatisation et l'exclusion? Ben, moi, en tout cas, honnêtement, là, il y en a... J'en vois pas beaucoup. Il y a une certaine... Parce que l'existence même d'un réseau, du réseau actuel de la santé mentale, ça contribue à stigmatiser les gens. Ouais. Les médias, le regard social négatif contre les gens, ça contribue. Mais en créant... Mais nous autres, de la manière, les efforts qu'on fait de notre côté... puis on parle de faire prendre confiance en ses propres moyens. Là. Le fait de s'organiser, créer des lieux de libération comme l'OBNL d'habitation, comme le centre multiservice, mais ça va être ça qui va combattre la stigmatisation parce que le monde, ils vont montrer qu'ils ont des capacités, puis les gens ils vont dire ils ont des capacités, ils sont comme nous autres, puis tout ça. Puis c'est la meilleure manière de combattre la stigmatisation. C'est dans la pratique qu'on va le faire. Puis c'est changer le regard social, au lieu de voir le monde au lieu de voir les gens qui ont des problèmes de santé mentale comme des incapables, des inutiles, tout ça, ben nous autres, on va mobiliser leur bassin de compétences, d'expérience, on va le mobiliser positivement, puis ça va lancer un message à la société que les gens qui ont eu un problème de santé mentale, c'est des personnes comme les autres, puis qui ont un apport positif, social, un apport social positif à la société. Alors, je répète, donc, c'est un colloque qui va se dérouler le 24 novembre, ce lundi. L'adresse, c'est le 1395 de la Concorde Ouest. Alors, c'est un colloque qui est intitulé Évolution des droits et des réseaux de la santé mentale, passé et à venir. Alors, je pense que vous redonnez le numéro de téléphone pour celles et ceux qui veulent s'inscrire. Ou qui veulent acheter des billets pour le spectacle. C'est 450-668-1058 pour s'inscrire au colloque ou acheter des billets. Ou encore, si c'est juste pour acheter des billets, il est possible d'appeler à la Maison des Arts au 450... je me rappelle. Entre 667-2040, c'est pas la Maison des Arts, la salle André Mathieu, ou aller sur le site internet de la salle André Mathieu. Il est possible de procurer des billets par le biais internet. Voilà, donc, chers auditrices, chers auditeurs, voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Alors, voilà, je remercie monsieur Richard Miron, directeur de l'endroit, et monsieur Pierre Castonguay, intervenant. Je remercie aussi mon collègue Ernest de sa contribution. Je remercie aussi notre technicien de son. Merci à vous, chers auditrices, chers auditeurs. On vous donnerons un rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Alors, je vous dis, voilà, donc, passez une bonne fin de semaine. Au revoir.